En 2009, la situation maladie est un contexte de faible pression de maladie. On a moins de septoriose qu'une année ordinaire. Le contexte pluviométrique est pour quelque chose, et l'hiver froid aussi. Globalement, moins de maladies, moins de septoriose, moins de rouille brune, un mois de février sec, mars également sec, avril plutôt normal, on va dire, avec une concentration des pluies plutôt sur la fin du mois, puis le retour des pluies au mois de mai. Donc on a des dynamiques de maladies tardives, donc on n'attend pas de dégâts exceptionnels cette année. Sur le plan réglementaire, les choses ont beaucoup évolué depuis les dernières culturales, donc tout le monde a suivi le contexte Grenelle, dont une des conclusions est le plan Ecophyto. Donc on s'inscrit clairement maintenant dans une trajectoire produire plus et produire mieux. Une des sorties du plan Ecophyto, c'est objectif moins 50% de produits phytosanitaires en 2018. Et puis en toile de fond à l'échelle européenne, la mise en place d'un nouveau règlement qui réforme l'homologation des produits phytosanitaires au niveau européen, et avec un durcissement des critères d'inscription. Le contexte réglementaire change, mais les maladies sont toujours là. La nécessité de traiter et de se protéger contre les maladies, de lutter contre les maladies est toujours là. Donc on essaye de mobiliser toutes les ressources dont on dispose et toutes les alternatives aux solutions classiques. À commencer par l'agronomie. L'autre levier en matière de lutte contre les maladies, c'est la génétique. La génétique, c'est un des moyens les plus anciens, je dirais, que l'on ait mis au point pour lutter contre les maladies des céréales, puisque dès le début de la sélection des variétés de blé à la fin du 19e, début du 20e, une des premières choses auxquelles on s'est heurté, c'était bien entendu les maladies. Et très vite, les sélectionneurs ont sélectionné pour la résistance aux maladies. On a aussi des problèmes de contournement, de même qu'en fongicide, on a des problèmes de résistance aux produits. En résistance génétique, effectivement, ça fait depuis le début du XXe siècle qu'on fait des résistances génétiques, mais elles sont contournées par le champignon. Les populations du champignon sont capables de s'adapter et de contourner ces résistances qui deviennent alors inefficaces. Si on prend par exemple la septoriose du blé, on a des populations qui sont majoritairement résistantes au benzimidazole, qui est une famille qui a été développée dans les années 70. Et puis plus récemment, la résistance au strobilurine, qui a provoqué de très forts échecs d'efficacité dans les populations, une résistance qui est également généralisée. Et puis plus récemment, cette résistance continue d'évoluer, puisque là, cette année, c'est un résultat tout récent, on a réussi à isoler des souches très fortement résistantes à tous les triazoles dans les populations françaises, en particulier du nord de la France. Donc effectivement, la résistance de la septoriose, mais aussi de beaucoup de maladies de céréales, c'est un phénomène vraiment préoccupant, puisque lorsque ces souches sont très résistantes et sont très fréquentes dans les populations, elles peuvent conduire à des pertes d'efficacité et donc voire conduire à des retraits d'homologation ou un mauvais usage de ces fongicides. Ce qu'on a observé pour des maladies comme les rouilles, l'oïdium, en gros les maladies foliaires et plus récemment la septoriose, la Septoria tritici, c'est que ça prend parfois seulement 2 à 3 ans pour rendre une résistance inefficace. La raison de mon intervention, c'était de montrer qu'on peut jouer sur différents types de résistances de façon à augmenter la durabilité. On peut distinguer schématiquement 2 grands types de résistances, des résistances de type ce qu'on appelle spécifique, qui s'expriment en tout ou rien, c'est-à-dire que lorsque la variété est résistante, elle n'exprime aucun symptôme. Par contre, lorsque le champignon a trouvé le moyen de la contourner, donc j'utilise pour ça un petit peu l'image de la plante qui, lorsqu'elle a la résistance, c'est une porte avec une serrure. Et lorsque le champignon est capable de contourner cette résistance, en gros, c'est qu'il trouve la clé pour ouvrir la porte et il rend la plante malade. Donc du coup, la plante est complètement malade. C'est pour ça qu'on appelle ça tout ou rien. Et ce type de résistance, on a un siècle d'exemples derrière nous qui montrent que si on l'utilise sans aucune précaution, ça se contourne très facilement en 2 à 3 ans. L'autre type de résistance sur lequel on peut s'appuyer, c'est la résistance de type quantitatif, qui elle va s'exprimer par plus ou moins de maladies. Donc c'est plus difficile à mesurer. C'est basé au niveau déterminisme génétique sur plusieurs gènes. C'est pour ça que l'agent pathogène peut mettre plus de temps à le contourner. Mais pour le sélectionneur, c'est beaucoup plus difficile à travailler, puisqu'il va falloir qu'il accumule, dans ces cas-là, à peu près 3 à 4 gènes pour obtenir un niveau de résistance quantitatif satisfaisant dans les parcelles. Le maître mot pour augmenter l'efficacité et la durabilité des résistances génétiques, c'est diversifier.
Donc c'est utiliser au maximum tous les outils agronomiques, donc les semis tardifs, les rotations des cultures, allonger les rotations, gérer les résidus. C'est aussi utiliser la lutte génétique, les variétés tolérantes. On peut distinguer 3 échelles auxquelles on peut diversifier. L'échelle de la plante, c'est-à-dire qu'on va cumuler dans un même génotype, dans un même individu, plusieurs gènes de résistance. Et du coup, le champignon va avoir plus de mal à monter toutes ces marches d'un seul coup, si on peut dire. La deuxième échelle, c'est de diversifier à l'échelle de la parcelle, en cultivant par exemple des mélanges de variétés que l'on a choisis de façon à diversifier les sources de résistance. C'est-à-dire qu'on va mélanger, mettons, 3 variétés, il y en a une qui aura le gène 1, l'autre le gène 2, l'autre le gène 3. Et du coup, le champignon, il va avoir aussi beaucoup plus de mal à s'adapter à ce type de population qui est génétiquement hétérogène. Et la troisième échelle à laquelle on peut diversifier, mais là qui est plus, je dirais, un thème de recherche en ce moment, où il n'y a pas d'application concrète vraiment pour l'instant, c'est à l'échelle de la région ou de l'exploitation agricole, où on peut recommander de diversifier les variétés utilisées de façon à présenter à l'agent pathogène un paysage génétique diversifié. Et au-delà de tout ça, les fongicides restent nécessaires, resteront nécessaires en complément de l'ensemble des solutions qu'on pourra mobiliser. Il y a d'autres solutions et d'autres voies de recherche qui sont les stimulateurs de défense des plantes. À côté de la génétique ou entre la génétique et la chimie classique, une nouvelle voie de recherche qui consiste tout simplement à essayer de mimer une attaque de champignons pour mobiliser les défenses de la plante. Si vous voulez, au moment où un champignon est déposé, germe sur une feuille, il y a une sorte de dialogue entre le champignon et la plante, une sorte de dialogue biochimique. Donc le champignon est reconnu, émet un certain nombre de substances qui sont reconnues par la plante et qui vont mobiliser son système de défense. Et donc l'idée derrière cette voie de recherche, c'est de mimer ce qui se passe avec les champignons et de mobiliser la plante, de la mettre en alerte. Alors il ne faut pas être trop manichéen et opposer ces solutions aux solutions chimiques. Chacune devrait être évaluée pour ce qu'elle est. Mais en tout cas, de nouveaux espoirs avec une nouvelle direction qui produit déjà, il y a un certain nombre de représentants, et qui produira sans doute encore davantage dans les années qui viennent.